des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'Alexandre Pinsol, l'homme le plus fit de France. Il nous partage aujourd'hui son quotidien de honneur, coach et surtout d'athlète de haut niveau. Il reviendra notamment sur cette année 2021 si particulière avec le Covid, sur sa très belle 12e place lors des quarts de finale qui viennent de s'achever et sur les demi à venir courant juin. Salut Alexandre, est-ce que je peux t'appeler Alex déjà ou Oui, pas? salut, tu Ok, peux m'appeler Alex. Ouais. salut Alex. Écoute, je suis contente du coup de te recevoir sur le podcast. Je sais que tu te fais rare, disons, sur les réseaux sociaux et autres. Donc je suis super contente. Comme je te disais juste avant, ton nom il revient souvent aussi dans les demandes sur Instagram. Donc ça va être l'occasion de te faire parler un petit peu de toi. Pas de souci, ben, merci pour ton invite. Comme je t'ai dit, je pense que la plupart des gens qui me connaissent ils vont être surpris que je fasse ce genre d'interview, de podcast. Mais c'est l'occasion un peu de raconter un peu peut-être ce que je fais. Et puis ce sera sans doute une exclue pour toi. Ouais, super, merci beaucoup. Écoute, je commence par les questions qui mettent toujours un peu mal à l'aise parce que c'est les toutes premières, mais bon, ça va, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est assez facile. Est-ce que tu peux te présenter et puis voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu arrives au CrossFit, tout ça, tout ça. Pas de souci. Donc je m'appelle Alexandre Pinsol, j'ai 27 ans, je fais 28 cette année. Je fais 1m88 je pense et après le poids peut-être 95 kilos à peu près. Comment j'ai découvert le CrossFit? Je faisais beaucoup de musculation avant et avec un pote qui s'appelle Jox, un de mes meilleurs potes, on a bifurqué un peu sur l'haltéro avec des gars qui faisaient des mouvements d'haltéro sur les côtés. Et puis on on a voulu après essayer les anneaux, faire des ring muscle up, etc. Et après, petit à petit, on a commencé à basculer. Et une salle de CrossFit a ouvert à côté de la salle et on s'y est mis. Voilà. C'était Mm. il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Allez, 5 ans, je pense. Ouais, donc tu fais partie de cette vague d'athlètes qui étaient dans un coin des salles de muscu et qui avaient l'air de faire des trucs de zozo pour tous les autres, avant Exact, que toutes les salles se mettent à pousser un peu partout. exactement, voilà. C'était ça. On nous regardait bizarrement dans les salles, mais voilà. C'était sympa. Et pourquoi tu as choisi du coup d'ouvrir ta salle? Alors, ben, comme je te dis, la salle qui a ouvert à côté de chez moi, ben, en premier lieu, j'étais en tant qu'adhérent. Et puis, j'ai passé mon BPGEPS parce qu'ils m'avaient proposé de coacher pour eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un BPGEPS Level 1. Et puis, je me suis retrouvé coach pendant peut-être. Après, je suis pas très bon pour situer, mais j'ai dû faire un an et demi en tant que coach. Et après, j'ai proposé de racheter parce que je faisais à peu près tout dans la salle. Et le gérant, il gérait juste quoi, c'était pas un coach ni rien. Donc je lui ai proposé ça et il était chaud, il était parti sur un autre projet en plus de ça. Donc tout s'est bien découpillé. Et en fait, j'ai racheté la salle, j'ai pas créé, on va dire, j'ai racheté une salle en fait. Et on va dire que la communauté, c'est un peu moi qui l'avais créée, donc c'est un peu pareil. Mais un peu plus facile du coup pour racheter une salle de sport plutôt que créer, ouais, au niveau des banques et tout. Donc en tout cas, ça s'est bien dégoupillé, Mm. c'était nickel. Ouais, t'es arrivé sur un business qui était déjà installé entre guillemets Ouais, quoi. voilà, exactement. Ok. Donc c'est bien la salle dans laquelle tu t'entraînes actuellement. Enfin, Oui, oui, c'est c'est ça. à Pierre, c'est ça? Ouais, voilà. Du coup, on l'a racheté, je l'ai renommé CrossFit Appiart. Ah d'accord, ça s'appelait pas comme ça à l'origine du Non, coup. elle s'appelait CrossFit RS à l'époque. D'accord. Voilà. Ok. Et pourquoi ce choix de nom? Je sais pas. En vrai, c'est un concept qui me plaisait bien et bien avant de racheter et tout, c'était un mood, on va dire, dans lequel je m'entraînais. On était beaucoup délire musique et tout, avec un pote qui s'appelait Alex Richard aussi, on s'envoyait pas mal de trucs. Je sais pas, c'est venu comme ça, c'est venu instinctivement et naturellement, on va dire. Oh, cool.
Je te pose la question que tout le monde pose tout le temps à tous les athlètes. Et voilà, t'y couperas pas. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes tâches au quotidien? Donc, du coup, entre tes tâches de coaching, la gestion de la salle, tes propres entraînements, parce que comme tu fais quand même pas mal de compétitions, j'imagine que ton volume d'entraînement il est quand même assez important. Et du coup, en gros, à quelle fréquence tu arrives à t'entraîner quand tu te débrouilles bien? Pff, c'est beaucoup, bon, ça fait un peu cucu, mais c'est beaucoup de sacrifices et mettre beaucoup de choses de côté. Par exemple, aujourd'hui, journée type, bon là c'est encore particulier avec le Covid. On fait des cours en extérieur, nous, à la salle. Donc là, je me suis levé à 7h45. Je suis arrivé à la salle à 9h. Je me suis entraîné jusqu'à 11h30. Sans entrer dans les détails, ce matin, j'ai fait des intervalles sur les ergs. Après, j'ai fait 1h30 de snatch. Après, j'ai coaché donc de 11h30 à 13h30. Donc, j'avais deux cours. Donc, deux cours en extérieur. Je suis rentré chez moi. J'ai mangé. J'ai fait une petite sieste. Je suis revenu à la salle à 15h. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'intervalles de gym jusqu'à 17h. Et j'ai recoaché de 17h à 19h, 19h moins le quart, avant le couvre-feu. Et après, je me suis refait une petite session, on va dire mécanique, ce qu'on appelle mécanique, donc un peu de rééquilibrage dans les hanches et un peu de gainage. Je suis rentré chez moi à 20h15, j'ai mangé, je me suis douché, et là je suis avec toi. Et après, j'aurai juste deux, trois trucs à faire pour mes cours ou des trucs comme ça, et puis dodo. Voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup de CrossFit et pas grand-chose qu'on peut faire, enfin beaucoup de choses qu'on délaisse sur le côté, mais c'est un choix. Voilà. Ouais, après, j'imagine que c'est comme ce que d'autres athlètes m'ont déjà dit avant sur le podcast, c'est comme ils ont aussi leur vie sociale à la salle, c'est des sacrifices et en même temps, c'est pas un sacrifice qui signifie solitude, tu vois, parce que bah, ils ont des potes à la salle et donc du coup, voilà, c'est pas comme si t'étais une bûche et t'es tout seul dans ton coin, tu fais ton truc. Il y a quand même cette part-là de positif, quoi, malgré effectivement bah, l'amplitude horaire et certainement toutes les difficultés. Euh, je rebondis du coup sur ce que tu disais. Est-ce que pour toi ça se passe plutôt bien cette période Covid? Est-ce que comme tu es dans le sud-ouest, il me semble, oui, c'est ça, sud-ouest, vous arrivez quand même à vous entraîner dehors depuis un certain temps? Alors, nous, ça se passe plutôt bien parce que j'ai la chance d'avoir des adhérents très, très compréhensifs et très solidaires. Donc, même quand je te dis que je m'entraîne énormément, donc euh, ils sont très, très compréhensifs, très indulgents, on va dire, dans le sens où des fois, on finit le training et on prend un coaching dans la minute qui suit, juste à l'heure, tu vois, et en vrai, c'est des amours. Et c'est un peu grâce à eux aussi qu'on peut s'entraîner de la sorte. Et après, j'ai la chance d'avoir beaucoup de mes meilleurs potes, quasiment tous, que je connais ailleurs, de l'extérieur du CrossFit, qui viennent à la salle. Donc, voilà, et c'est vrai que c'est plus facile, on va dire, socialement, vu que c'est une grande part de ma vie, mes potes, c'est, on va dire, plus facile socialement de supporter toute cette charge de travail et lier le social avec. Et pour en revenir au Covid, ouais, on sauve les meubles, on va dire. On arrive à garder ce lien social, surtout, c'est très important pour nous, en tout cas, à la salle. Ce lien social, revoir les gens. C'est vrai que le premier confinement, c'était très dur, surtout socialement. Et puis, ils ont été très solidaires, ils ont tous gardé leur prélèvement. Il y en a vraiment très très peu. Vraiment, ça se compte sur une main peut-être qui avaient voulu arrêter leur abonnement. Donc, donc ça se passe très bien. On sauve les meubles et on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais, bah là, on est pour resituer, pour les gens qui écouteront peut-être plus tard, on est fin avril, enfin on approche de fin avril. Donc bon, j'ose espérer qu'on arrive vraiment sur la fin de tout ça et que d'ici peu de temps, on pourra réouvrir un intérieur et que j'espère il n'y aura pas de nouvelles vagues en septembre-octobre et que ça y est, cette fois, c'est derrière. Enfin, en tout cas, je croise les doigts pour ça. Ouais, c'est clairement aussi. Mais normalement, on devrait arriver au bout, j'espère aussi. Ouais.
Est-ce que tu faisais de la compète avant le CrossFit? C'est vrai que je t'ai pas demandé, de quel sport tu étais issu. Donc j'ai compris muscu, mais je sais pas si tu as fait d'autres choses. Il y a beaucoup d'athlètes, je sais en tout cas qui même, ados, même si c'était pas pendant 15 ans, tu vois, ils ont fait, des quelques années à droite à gauche. Où est-ce que tu as commencé, la compète, vraiment avec le CrossFit? Moi j'ai fait beaucoup de foot, jusqu'à de 5 ans jusqu'à 16-17 ans et après j'ai fait un petit peu de rugby. Plutôt le rugby, c'était plutôt un petit challenge, on va dire, vu que je commençais la muscu et au début c'était un petit challenge. J'ai commencé dans un club qui était en, je sais pas, c'était donc à Dax, un club qui était en top 14. Donc on était j'ai commencé chez les jeunes et c'est vrai que c'est très challengeant, on va dire, de faire sa place dans une équipe avec des gens qui font du rugby depuis des dizaines d'années. Donc ouais, je pense que j'étais un peu compétiteur, un peu challenger. J'aimais bien ça. J'ai mis très longtemps à faire mon premier match là-bas, du coup, mais peut-être que je pense que j'ai toujours eu cet esprit un peu compétition, un peu challenge. Donc après, après c'est tout, on veut toujours se tester un peu. Je pense au CrossFit, c'est très bien parce qu'il y a des compétitions de tout niveau et c'est énorme, c'est génial de voir les gens se challenger dans tous les niveaux, même en scale, c'est du bonheur de les voir s'éclater les gens. Donc je pense qu'on a tous cette part de compétiteur en nous et voir un peu ce qu'on vaut et c'est cool. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de faire du du football dans le pays du rugby? Ça va, ça va. On était un peu bizutés au collège, mais non, mais ça va. Non, en vrai, ça va. Quel type de compétiteur tu es? Alors c'est une question un peu bateau aussi, mais est-ce que tu es plutôt un stressé? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de vachement intellectualiser, de partir avec une stratégie précise en tête? Est-ce que tu pas stressé du tout? Enfin, voilà. Comment ça se passe pour toi? Ou est-ce que même ça a changé peut-être avec les années aussi, avec l'expérience? Ben, je pense que, ouais, comme tu dis, avec l'expérience, je pense que on arrive à bien se trouver en tant que personne, en tant que compétiteur sur une compète physique. Je pense savoir connaître mes faiblesses, mes forces et comment gérer maintenant un entraînement. À l'époque, je pense pas que j'avais de réelle stratégie. Mais maintenant, ouais, j'ai toujours ma petite stratégie. Je sais comment ça va se passer. Je sais à quel moment je vais commencer à devoir me reposer, etc. Je suis pas forcément stressé. Je suis, je suis confiant, sans prétention, mais confiant en ce que je peux faire et on va dire réaliste dans ce que je peux faire, sans m'emballer ni rien. Donc ça se passe correctement, on va dire. Même si, euh, même si en compétition, il y a toujours ce facteur de pas être chez soi qui est dur à gérer. Donc on peut faire des trucs en compétition malgré l'aspect compète qui peut nous pousser. Moi, je sais que des fois, tu vois, je préfère faire chez moi, tu vois, par exemple les WOD des Open, c'est pas dit que en compétition j'aurais fait des meilleurs scores, malgré peut-être un public ou quoi, tu vois, j'aime bien être chez moi dans ma petite bulle et, euh, et faire mon training, ouais. Donc il faut réussir à retrouver cette atmosphère-là de poser chez soi à la transférer pour une compète par exemple. C'est un peu ma façon de faire, on va dire, même ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de compète, donc ça s'est peut-être mis à jour tout Hmm. ça, mais je sais pas. Est-ce que tu as un WOD de compète qui t'a particulièrement remarqué? Donc soit parce qu'il était génial, soit parce que voilà, tu as fait une belle perf, enfin un qui te vient tout de suite en tête, peut-être plus que d'autres, dans le Euh, positif. donc là, tu vois, si tu me demandais un WOD qui m'a marqué, je t'aurais dit un négatif, tu vois. Mais un WOD de Ah bah compétition. vas-y, hein, de toute façon c'était la question d'après, hein, donc Donc, commence par celui-là si tu veux. non, en positif, en vrai, ben, il y a même une compète tout court où j'ai de très bons souvenirs. Ben, c'est une compète que j'ai gagnée, donc c'est peut-être un peu pour ça que, que j'en retiens beaucoup de positifs. Mais une compète à Nîmes là qui s'appelle Affiliate Battle. Et en vrai, je me sentais. C'était vraiment un bon week-end pour moi, tu vois, je me sentais euh, intouchable, quoi. Je sais pas, t'as cette sensation-là dès le premier WOD où tu te sens intouchable, en fait, tu te sens bien.
Et tous les WOD étaient bien, tous les WOD étaient faits pour moi. Il y a cette part toujours un peu de chance, tu vois, je pense, dans les tirages des WOD, mais intouchable j'étais. Sans prétention, mais je me sentais vraiment bien. Et ouais, c'est peut-être ouais, la compète, le WOD, les WOD où je me sentais le mieux, ouais. Et dans le négatif, donc, Et dans les... une que t'as chié, ou un que, voilà, si c'était à refaire, tu le referais Ouais, sans hésiter, ne serait-ce que pour remplacer le ouais, souvenir, quoi. par ego, ouais, j'aimerais bien refaire un WOD des Marseille avec des legless et des jerks. Je sais plus ce qu'il y avait, legless jerk et handstand. Et je me rappelle, j'avais pété en plein vol et j'avançais plus, j'arrivais plus à jeter, j'arrivais plus à monter à la corde. Et j'étais là, mais tu sais, en plus, t'es impuissant quoi. Sur les legless, quand tu peux plus monter, tu peux plus monter quoi. Et vraiment impuissant. Et je me rappelle quand j'étais rentré pendant peut-être un mois, 2 fois par semaine, je faisais des legless et des jerks et du handstand pour me buter, pour me dire putain, plus jamais, plus jamais. Mais je pense que si je le refaisais, ouais, je serais un peu mieux à voir, on va dire. Ouais. Tu nous as fait une David Zidottir. Je crois que c'est elle qui a eu ça au régional. Il y a P- quelques années maintenant, puisque Peut-être, les ouais. formats ont changé, mais qui arrivait plus à monter, il me semble. Je peux me tromper, mais je pense que c'était ça. Et pareil, je crois qu'après, elle était rentrée avec Ben Bergeron et elle en avait fait pendant un an régulièrement. Je crois que c'est Rich Froning aussi qui avait eu ça à Ouais, la corde. ouais, Rich, je m'en rappelle. Rich Froning, je m'en rappelle. Et je dis Rich comme c'était mon pote, hein. Mais ouais, je m'en rappelle. Et c'est vrai que ce genre de mouvement, quand tu peux plus, quoi, tu peux plus pousser, quoi. Tu peux plus tirer, tu peux plus rien faire et tu restes en bas comme un con. Tu vois les autres bouger à côté de toi, t'es comme un con, hein. Ouais. Ouais. La frustration. Ouais. Ah ouais. Là, il n'y a pas meilleur, je pense. Est-ce que tu suis une prog en particulier ou est-ce que tu fais ta prog pour toi-même ou est-ce que c'est un secret? Alors, ouais, c'est vrai que beaucoup de monde me demande. Nous, donc, je dis nous avec Alizé, ma partenaire d'entraînement, avec qui je m'entraîne H24, 7 jours sur 7. Ben, on a notre coach perso. On a un coach perso qui s'appelle Cyril. S'il écoute, je lui fais un bisou. Il est à Manchester. C'est un Français qui vit à Manchester maintenant et il nous programme en perso tous les deux. Et il a quelques autres athlètes, ouais. Peut-être on doit être, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais on est quelques-uns ouais, à suivre, à être suivis par lui, ouais. Ok, donc tu es en full perso. Par exemple, t'as pas Ouais. le même programme qu'Alizé. Non, on a un tronc commun et après on a un bon tronc commun quand même parce qu'on avait demandé à, à s'entraîner quand même surtout sur les WOD et tout à s'entraîner ensemble. Mais après il y a un autre tronc pas commun qui varie suivant nos forces et nos faiblesses parce que de toute façon on n'a pas du tout les mêmes forces et du tout les mêmes faiblesses ouais, exactement. D'accord. Et comment t'as fait pour, du coup, ben, je sais pas, pour rencontrer Cyril ou pour choisir de partir sur cette option-là? Puisque effectivement, bon, tu vois, il y a quand même des progs qui sont très connus, qui reviennent tout de suite en Mhm. tête, surtout en France, parce que il y a beaucoup de Français qui parlent pas forcément anglais. Donc, si on prend les progs françaises connues, il y en a pas non plus, il y en a pas non plus 500. Donc, Alors, comment, en gros, t'en es arrivé à ce coaching-là? ben, nous, alors, avec Alizé, toujours, quand elle est venue coacher à la salle, euh, on suivait la même prog, on suivait Training Plan. Et puis, c'est une super prog, mais on voulait passer un cap au-dessus avec des objectifs au-dessus. Et en fait, on va dire, comment dire, pas de bouche à oreille, mais en fait, c'est un ami à nous qui faisait qui était un peu qui était un peu avec eux. C'est un groupe de coach, ça s'appelle Red Pill. C'est un groupe de coach et un pote à moi qui était Kiro avec eux, qui bossait un peu avec eux. De par lui, on a contacté Cyril. Je sais pas trop, en vrai, je sais pas trop, je sais pas trop comment on y en est arrivé là, mais c'était par un intermédiaire, on va dire, un ami intermédiaire. Voilà. Ouais, enfin, c'est du réseautage, quoi, quelque Ouais, part. C'est voilà. un ami d'un ami, et puis le contact est bien passé, la confiance, et puis ça y est, c'est parti, quoi. Exactement. Voilà. Ok. Bon, c'est bien. Je trouve ça toujours intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des progs Mm, mm. et ça remet pas du tout en cause le travail que font les progs. Hein, Oui. c'est pas ça du tout. Si je peux passer un message d'ailleurs, euh, Vas-y. les, si les Français pouvaient suivre des profs françaises, ça serait top parce que c'est pas parce que les entraînements sont écrits en anglais qu'ils sont beaucoup plus compétents. Je dis training plan parce qu'on suivait ça, c'est la vérité, mais c'est pas du tout pour faire de la pub. Il y a beaucoup de profs françaises qui font de l'excellent boulot et qui sont beaucoup mieux que des progs écrits en anglais. Ouais.
Voilà, c'était tout. Ouais. Non, C'était non, mon mais petit je suis moment d'accord avec toi. patriote et je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. On a déjà parlé pareil avec d'autres athlètes également. C'est vrai qu'il y a des modes, tu sais, de programmation. Enfin, il y a eu des périodes où c'était bon, effectivement training plan. Parmi les plus connus, il y a eu aussi celle de Ben Bergeron aussi, où ça a été voilà, pendant un moment. Tu as toujours des têtes de pros qui vont au game et tout, donc tu te dis putain, la prog elle est mieux celle-là ou celle-ci, tu vois. Il y a le gars de Mm. Tia Claire Toumé qui a ouvert sa prog et tout, donc j'imagine que ça a créé un mouvement dessus, mais il y a plein de petites prog françaises qui sont très très bien et en plus de ça, je pense que avec une prog française, tu peux écrire et tu peux échanger avec le programmateur. Euh, moi, je sais que si il y a 2 ans j'écrivais à Training Plan, il s'en battait les couilles. Pardon, il s'en moquait le gars, tu vois. T'inquiète. Il m'aurait jamais répondu, tu vois. Alors que si je suis une prog française et que j'ai un souci, le gars il me répondra le soir même ou le lendemain, quoi. Ouais, mais ouais, enfin, moi, je suis carrément d'accord avec toi. Puis je trouve qu'en plus maintenant, avec, soit avec les groupes Facebook, soit avec les applis, enfin, moi, je le vois beaucoup autour de moi. Il y a beaucoup d'athlètes qui finissent par faire connaissance avec d'autres athlètes via le leaderboard, tu sais, parce qu'ils identifient deux, trois partenaires d'entraînement, on va dire, à distance. Et en fait, qui finissent par se parler sur Instagram ou sur Facebook en mode t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, moi, j'ai galéré là-dessus, etc. Et je trouve que c'est plutôt cool pour le crossfit compétitif, mais tu vois, pas pour les gens qui s'y mettent à 1000%, pour les gens qui font ça, mais qui ont un taf à côté et qui font des compètes locales ou locales plus plus, tu vois, et qui vont aussi du coup rencontrer des gens qui connaissent que via Internet, via leur prog, etc. Je trouve que ça conserve ce côté communautaire sympa, je trouve. C'est clair, tu peux échanger quoi, tu peux échanger. Même nous, notre prog, il y en a peut-être, tu vois, il y a trois mecs avec moi qui sont en demi-finale, tu vois. Et ça nous arrive de se commenter et tout, on s'est jamais vu, tu vois, mais des fois on se commente ou on se charrie sur des stories, des trucs comme ça, alors que les gars, je les ai jamais vus, ils parlent pas français, ils sont pas d'ici, tu vois. Et rien que sur très peu d'athlètes, tu vois, je sais que moi je le fais, donc j'imagine que sur des progs un peu plus générales, françaises, j'imagine que l'échange il doit être encore plus intense, quoi, plus démultiplié, vu qu'il y a plus de gens forcément qui suivent. Mais ouais, c'est top, ouais. Sur les réseaux et tout, ça peut être un très bon outil hein, avec ça. Alors, j'ai fait mes recherches sur Internet, comme je te disais tout à l'heure. J'ai fouiné un petit peu, je t'ai stalké, j'avoue. J'étais déçue, j'ai pas trouvé grand-chose, alors tu m'as pas donné beaucoup de matière. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai l'impression que je vais avoir toutes les exclus ici. Voilà, et le restaurant là, parce qu'il y a de grandes chances que je fasse pas d'autres contenus comme ça, mais non pas parce que ça me plaît pas, mais c'est pas mon truc de parler de moi. T'es un grand timide. Non, non, pas du tout. Je peux parler de tout, mais pas de moi. Je sais pas, ça, je sais pas, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai découvert, en faisant mes petites recherches, des vidéos d'un snatch à toi à 132 kg et demi, un clean à 170. Et du coup, ma question, c'est est-ce que d'après toi, le fait d'être voilà, particulièrement fort en haltéro pour un crossfitter, ou même en force de façon générale, hein, j'imagine, est-ce que c'est un avantage en compétition? Ça peut être un avantage sur un ladder où il faut trouver un max. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent snatcher 130 et si tu leur demandes de faire direct for time à 100 kilos par exemple, ils seront peut-être moins forts que quelqu'un qui snatch 120, on va dire. Dans ce cas-là, si moi j'avais à choisir à être l'une de ces deux personnes, je préfère snatcher 120 et arriver à répéter plus de fois 100 kilos plutôt que l'inverse. Tu vois, par exemple, moi, ma partenaire d'entraînement, Alizé, elle a des max un peu inférieurs à la moyenne, on va dire, de l'élite. Mais par contre, je sais très bien que si tu lui donnes une barre à 50 kilos en snatch, elle la remuera beaucoup plus vite, je pense, qu'une nana qui a 80 kilos. Et je préfère ce profil d'athlète, on va dire, que snatcher lourd, etc. Après, moi, à savoir, j'ai pas une force énorme. J'ai un bon front squat, on va dire. Enfin, il me suffit. Et après, j'ai un back squat à 200 kilos. C'est bon, ça peut paraître beaucoup, mais je sais très bien qu'il y a des athlètes qui ont des plus gros délivres que moi et qui ont des plus gros back squats que moi et qui peuvent avoir peut-être les mêmes barres ou peut-être un peu moins. On va dire que j'essaie de compenser avec ma technique. Mais là, par exemple, aujourd'hui, je suis incapable de snatcher 130 et cleaner 170, c'est sûr. Mais
Je pense que je préfère être un profil plus endurance de force que force pure, on va dire. Mhm. Tu disais que là, ça aurait été compliqué de faire 130 et 170. C'est parce que t'es pas dans un cycle ou dans une période de l'année avec des focus là-dessus Je sais ou pas. c'était vraiment à ce moment-là, t'étais particulièrement dedans, quoi. Ouais, il y a des jours, de toute façon, sous l'haltéro, où tu te sens un peu touché par la grâce, on va dire. Tu sais que, tu vois, le 132,5, je savais très bien que, en fait, mes sessions de snatch les semaines d'avant, tu vois, je me suis dit, putain, c'est pour la semaine prochaine, tu vois. Je le sens, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Je le sens, j'arrive à mettre de bonnes conditions, j'y pense peut-être toute la semaine, tu vois, je me conditionne bien, c'est mon objectif de la semaine, mais je le sentais. Après, bon, ça sert pas à grand-chose, mais il y a des périodes comme ça, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai snatché 120 et je pouvais pas faire plus, quoi, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a des périodes, là, je fais beaucoup de volume hein, avec les demi qui arrivent, mais peut-être moins de force. Alors, ça varie, mais et encore, je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Tu peux faire beaucoup de volume et garder ta force. Ça dépend un peu, je pense, des semaines, du mood, ou de beaucoup de choses, on va dire. Hmm. Bah, à part sur un système nerveux qui serait un petit peu atteint, avec une fatigue importante, de toute façon, je crois que ton niveau de force, il décroît 2 à 3 fois moins vite que ton niveau de cardio. C'est po- Si je devais faire c'est possible. voilà, des grandes lignes, donc je suis pas surprise. Par contre, tu vois, moi qui fais beaucoup d'haltéro, ce que je ressens tout de suite, c'est plutôt une perte de sensation, tu vois. Ça paraît plus lourd, tu trouves pas trop tes repères. Mhm. Et quand t'en fais un tout petit peu moins, bah, t'as juste moins de sensations, t'es moins à l'aise, quoi. Mhm. Ouais, c'est surtout comme le snatch, par exemple, j'ai l'impression que enfin, pour moi, le snatch, c'est plus sensation que, par exemple, le clean. Le clean, c'est un peu plus bourrin, tu vois. Je préfère avoir un ladder clean qu'un ladder snatch, tu vois, parce que ladder snatch, à tout moment, tu peux faire de la merde alors que tu peux te sentir bien. Mais ouais, c'est beaucoup la sensation. Moi, je fais pas beaucoup de séances d'haltéro, j'en fais 2 par semaine. Généralement, je fais une séance de clean, de jerk et de snatch. Enfin, trois du coup, ça dépend des fois les clean et les jerk sont dissociés ou non. Mais c'est vrai que ouais, j'essaie souvent de bosser la sensation, même si nous, les mecs, on aime bien monter lourd à la fin, mais je passe beaucoup de temps très léger à faire de la sensation, ouais. Surtout sur le snatch. C'est une question que je t'ai pas posée. Est-ce que depuis que tu fais de la compète, est-ce que tu t'es déjà blessé? Alors plus ou moins gravement, hein, ça peut être d'un petit truc à voilà. Euh, et est-ce que du coup, tu as une approche un petit peu plus prophylactique de ce que tu fais? Bon, Alors, après, j'imagine que comme tu as un coach vraiment 100% mhm. perso, j'imagine que oui. Nous, moi, ouais, on a tous un peu de bobo, bah, vu la fréquence à laquelle on s'entraîne. Enfin, Hmm. moi, en tout cas, je sais que je m'entraîne. Là, tu vois, aujourd'hui, je me suis entraîné 5 heures, 5h30. Et je sais que ça va être ça tous les jours. Dimanche, je vais m'entraîner. J'ai vu que dimanche, j'avais de la course à pied avec gilet. Tu vois, je m'entraîne vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on a toujours des petits bobos qui apparaissent. Ou là, tu vois, en ce moment, pour te dire, j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'adducteur et j'ai mal au genou, tu vois. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à m'échauffer. Euh, J'essaie de prendre du temps que j'ai pas forcément, mais j'essaie toujours de m'échauffer un peu plus. Mon coach, il a une approche très mécanique de ce qui se passe. Je fais beaucoup de tests avec lui sur l'adducteur, sur mes hanches. J'ai pas mal d'instabilité sur les hanches, donc on bosse beaucoup là-dessus. Tu vois, aujourd'hui, j'ai fait 40 minutes ce soir, j'ai fait 40 minutes de mouvement de hanche pour un peu, on va dire, bah là en ce moment, c'est pas pour prévenir la blessure vu qu'elle est là, mais pour, on va dire, la guérir. On essaie toujours de trouver le problème et de la guérir mécaniquement. Mais je pense qu'on a tous des petits bobos quand on s'entraîne beaucoup. Donc forcément, moi maintenant, avant, je sais que quand je commençais un entraînement, je pouvais faire des pull-ups à froid. Là, c'est impossible, tu vois. Il me faut 10 minutes pour commencer mes premiers pull-ups. Donc je pense que plus tu t'entraînes, plus il faut que tu fasses attention. Et nous, on s'entraîne peut-être trop, on n'est pas forcément un exemple, on va dire. Je dis on dans le sens si je me considère comme un athlète, hein, mais Hmm. il faut trouver le juste milieu, on va dire. Ou savoir pourquoi on le fait. Est-ce que tu dirais que tu t'entraînes mieux qu'avant
Et quand je dis mieux, je parle pas forcément des scores ou des temps. J'ai mieux en termes de, ben, je sais pas, de qualité du geste ou peut-être justement, comme tu disais, être plus attentif aux échauffements et à toute cette partie voilà, renforcement, stabilité qu'avant. Ouais, depuis 1 an et demi, là, je m'entraîne beaucoup mieux, ouais. Parce que j'ai mon coach et il a son approche différente, on va dire, d'une programmation générale et on fait beaucoup de mécanique, beaucoup de trucs ennuyants. On a pu faire des heures et des heures de fentes barre à vide, des heures et des heures et des heures, 3 fois par semaine, 1 heure de fente barre à vide avec des rotations, des échauffements, des échauffements qui durent 20 minutes, avec des squats, des demi-squats, des squats avec les pieds sur les côtés. On s'entraîne beaucoup mieux, hein. On s'entraîne beaucoup mieux, ça prend plus de temps. Je pense il y a ce, il y a un lien entre le meilleur et le temps qu'on y accorde aussi, je pense. Parce que du coup, on s'entraîne plus longtemps aussi. Donc, on prend plus le temps de mieux s'entraîner, de mieux se préparer, je pense. Hmm. Mais j'imagine que tu as vu des changements du coup sur tes performances. Ouais, ouais, ouais. Surtout, le pire, je pense que c'était le split jerk. Le split jerk, c'est vraiment un mouvement qui me posait beaucoup de soucis. Et en réglant un problème de hanche, ouais, d'équilibre de hanche, je suis passé de 145 en jerk à 1 an et demi à 170, quoi. Même, mais pas en prenant plus de force, quoi. Juste en mécaniquement, en arrangeant des soucis, en mettant le doigt sur des soucis qui m'empêchaient de faire des plus belles fentes et de stabiliser ça en position, on va dire, de unilatérale, on va dire, avec un pied devant, un pied derrière, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que avoir ce prog, quelqu'un ou mettre le doigt sur des soucis, des déséquilibres ou des trucs comme ça, c'est vrai que ça peut arranger beaucoup de choses. Nous, on a fait beaucoup de, comme je te dis, barre à vide, pas forcément prendre de la force, mais tu règles des soucis et ces soucis, c'est, ils t'amènent à faire des grosses performances alors que, en vrai, moi, au début, je me disais, mais c'est des fins de barre à vide et tout, il me fait chier, il fait 1 heure de fin de barre à vide, ça me sert à quoi? Moi, je vais faire des squats lourds, tu vois. Et en fait, tu le vois, en fait, le mec, il a pas besoin de parler, tu le vois au fur et à mesure des semaines que tu comprends pas trop pourquoi, mais tout s'arrange. Voilà. Et ça prend du temps. Il faut prendre le temps de le faire. Est-ce que c'est pas un petit peu ça du coup, arriver à l'excellence quelque part? Ouais, je pense que j'arriverai à l'excellence si j'avais mal nulle part. Là, ça serait excellent. Ouais. Mais ouais, après, je pense que à un certain niveau, il faut peaufiner, mettre le doigt sur des faiblesses ou des déséquilibres, comme je te disais. Je pense que après, ça joue à des petits détails, tu vois. Tu vois, moi, j'ai appelé mon coach avant-hier et il m'a dit que il y a des trucs qui se jouent à des détails, tu vois. Et je pense que c'est ce genre de détail qui peut te faire passer des paliers. Mm. Tu dirais que ça change, enfin, quelque chose entre guillemets entre les athlètes, donc sans penser à des gens en particulier, hein, c'est juste que j'ai l'impression, tu vois, au fur et à mesure des échanges que j'ai avec les gens depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont quand même en commun d'être hyper curieux, pas forcément de la programmation, mais du fonctionnement de leur corps, et surtout hyper curieux de trouver rapidement les bonnes solutions pour être plus performant. Et j'ai l'impression, alors tu me diras ce que tu en penses, mais que ça fait une différence, tu sais, entre voilà, les athlètes qui sont peut-être très résilients et qui s'entraînent, et les athlètes qui sont aussi résilients et qui s'entraînent beaucoup, mais qui en même temps sont beaucoup plus impliqués dans le process, tu vois, du choix des exercices, de tout ce renfort, etc., qui ont besoin de comprendre et qui vont chercher toujours plus loin dans le détail. Ouais, Est-ce ouais. que pour toi, Mm. c'est un peu le secret ou pas? Euh, je pense que oui, se responsabiliser un peu sur ce qui va pas. Je pense que ouais, je pense que le fait de s'intéresser et de comprendre, c'est vrai que ça peut t'aider peut-être à passer des paliers. Moi, je sais que, ben, j'en reparle encore, mais des feintes, j'ai mis 1 mois et demi à lui dire, mais pourquoi je fais des feintes, pourquoi tu me fais faire des feintes et tout. Donc, une fois qu'il t'explique, tu dis, ok, donc c'est de comprendre un peu. Et peut-être que, comment dire, inconsciemment aussi, savoir que par exemple, moi, sur mon cas, j'étais instable des hanches, peut-être que je vais peut-être y faire plus attention. Après, moi, tu vois, moi, je te dis ça, les athlètes,
tu me parles d'athlètes qui cherchent qui sont curieux, tu vois. Moi, je suis pas plus curieux, plus curieux que ça. Peut-être que si j'avais pas eu un œil extérieur, on va dire, peut-être que j'aurais jamais résolu quelques soucis, tu vois. Je pense que avoir un œil extérieur aussi, c'est important. Mais je suis pas trop de ces curieux un peu. Moi, je le fais parce que on me le dit, mais c'est vrai que de base, j'aurais peut-être pas été curieux de voir qu'est-ce que je pouvais améliorer dans ce sens-là, quoi. Parce que j'aurais pas cru Mm. peut-être me dire faire des feintes ou des petits mouvements de danseuse. Je te montrerai pas de vidéo, mais si tu voyais les mouvements que je fais, tu te dirais putain, mais qu'est-ce qui prend? Bon, si c'est ça le secret. Non, bah effectivement, après toi, si t'as ce luxe, entre guillemets, d'être coaché en individuel, bon, l'avantage, c'est que voilà, tu remets les clés de la machine et puis tu lui confies tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Effectivement, je pense que tu es obligé d'être un peu plus curieux, peut-être pour les athlètes qui suivent des programmations, aussi bien qu'elles soient, qui sont un peu plus génériques, et qui peut-être effectivement avoir cette curiosité ou ce coup de pouce personnalisé, à un moment donné, ça aide à passer certains Ouais, paliers, c'est clair, j'imagine. c'est sûr. Mhm. Ensuite, alors, tu m'as parlé plusieurs fois d'Alizé depuis tout à l'heure, donc voilà, j'ai bien capté que vous entraîniez ensemble, etc., Ouais. qu'elle travaille dans la boxe avec toi. À ton avis, est-ce que c'est un avantage, donc pour toi comme pour elle, hein, d'avoir un partenaire comme ça d'entraînement de haut niveau au quotidien? Alors bon, bien évidemment, je vais te dire que oui. Euh, Alizée, elle s'entraîne avec moi depuis 1 an et demi et c'est incroyable de s'entraîner avec quelqu'un comme ça. Vraiment, elle est hallucinante. Elle est vraiment, elle est sur une autre planète. De toute façon, tout le monde la connaît hein, en gym. Elle est vraiment sur une autre planète et on va dire que, comment dire, s'entraîner avec quelqu'un, par exemple, moi, tu vois, la gym, c'est pas forcément une force, tu vois, mais s'entraîner avec quelqu'un aussi fort en gym, tu vois, ça peut que te faire du bien. Elle te donne des petits conseils, de placements et tout. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle, hein, tu vois, sur la gym. C'est pas mon coach qui me les a appris. J'ai beaucoup de choses que j'ai pu apprendre avec Alizé. Et puis, on s'entraîne tout le temps ensemble. Euh, le 25 décembre, on s'entraîne ensemble. 1er janvier, on s'entraîne ensemble. On s'entraîne tout le temps ensemble. Et on se tire vraiment vers le haut. Et ouais, bon, mais bien sûr que des fois, quand il y en a un qui a pas envie, l'autre fait son petit soutien psychologique, mental, et inversement, tu vois, on est l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, on va dire. Donc on se tire toujours vers le haut, hein. Mais bien sûr, s'entraîner à deux, c'est c'est quelque chose de. Moi, j'en sais beaucoup les athlètes qui s'entraînent tout seuls, tu vois, toute l'année. Je sais pas comment. Et avoir un bon niveau en s'entraînant tout seul, franchement, les gars, je les respecte de ouf. Mais pour moi, s'entraîner à deux avec quelqu'un d'aussi fort, du même niveau, c'est incroyable. Et bien justement, je voulais te parler un petit peu du stage, du training camp qui avait été organisé par Willy il y a quelques temps. Ouais. J'ai dit, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont, entre guillemets, découvert, puisque tu es plutôt discret aussi sur les réseaux. Mais c'est cool, hein, tu vois, c'était l'occasion. En plus, vous avez l'air quand même de vous être bien marré. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos. Enfin, vous êtes pas mal. Vous êtes envoyé pas mal de petits taquets en plus. Ouais, Ça ouais, avait l'air mais d'être ça, on le savait pas, tu plutôt vois. cool. Ça, on le savait pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été soft sur les interviews, mais crois-moi que si t'as à refaire, j'enverrai des mines aussi, comment m'envoyer des briques, ouais. C'était bon enfant, bien sûr, hein. Ouais, ça avait l'air. Enfin, franchement, Ouais. ça avait l'air. Ça donne envie. C'est clair que aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de séminaires, tu vois, d'athlètes de haut niveau qui viennent et qui transmettent. Alors, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que l'idée, bon après c'est peut-être moi parce que je faisais ça quand j'étais gamine aussi avec les différents sports que j'ai pu faire, mais tu sais, c'est de faire des stages comme ça avec des copains, des copines pendant une semaine ou moins. Tu arrives le matin, tu fais du sport toute la journée, c'est un peu ça pour les adultes. Enfin, en tout cas, ce que vous avez fait, ça donnait cette impression-là. Du coup, ça donne hyper envie, quoi. Et en gros, bah, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Comme j'ai plutôt l'impression que c'était une première, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce genre de stage entre athlètes de haut niveau? Bah, les French Invitational, je pense pas que c'était forcément un stage d'entraînement. Je pense que Willy voulait juste s'amuser et peut-être faire un peu de contenu parce qu'il y a très peu de contenu quand même en France sur le CrossFit. Je pense qu'il voulait faire du contenu sans forcément se prendre la tête, sans forcément
faire stage entraînement. On a plus passé notre temps à faire les andouilles plutôt que s'entraîner peut-être même. Mais je pense que juste proposer du contenu, pas forcément avec. Enfin, il a pas. Nous, avec des gens qui s'entendaient correctement, qui connaissaient. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas là, pas forcément parce qu'ils étaient moins fit ou quoi. C'est juste que il a invité des gens qu'il connaissait et puis c'était pour passer un bon moment, faire du contenu, que les gens ils puissent découvrir d'autres personnes. Et puis en vrai, moi j'ai passé un trop bon moment. Je connaissais tout le monde, donc on s'est régalé. Les activités elles étaient top. En vrai, en vrai, pour te dire, j'ai même pas l'impression de m'être trop entraîné, tu vois, plus avoir passé un moment entre potes et c'était vraiment, vraiment sympa, une super idée. Je pense qu'il y avait que lui pour pouvoir porter un truc comme ça, un gars fédérateur un peu ouais, pour porter un truc comme ça, il y avait que lui qui pouvait le faire. Il en a eu l'idée, c'était vraiment top. Il nous en a parlé peut-être d'une saison 2 donc à voir, à voir parce que on sait tous qu'il a eu un petit souci d'épaule, donc on va voir. Et il y a aussi tout le reste, hein, le Covid, etc. Donc je sais qu'il voulait faire une saison 2 donc à voir. Mais c'était vraiment une super idée. Ouais. Mm. Moi, je croise les doigts pour la saison 2 parce que c'était cool aussi de suivre ça quand même. En plus, avec le petit teaser, avec une vidéo par semaine pendant quelques semaines. Bon, tu vois, c'est effectivement, comme tu dis, il y a très peu de contenu. Enfin, moi, je me retrouve à suivre beaucoup, tu vois, les Buttery Bros ou des choses comme ça. Parce que les vidéos sont super bien faites, c'est canon et tout. Mais, enfin, parfois, je bite rien à ce qu'ils disent, tu vois. Ouais, non, Donc, en vrai, en plus, ils sont bons, ces gars. Ils sont bons, c'est con. Ils sont drôles et tout, tu vois. Et le gars et Josie, le gars qui était venu au French Invitational, le gars qui avait tout monté, photo, vidéo, il est costaud, tu vois. Et il gère bien son truc et tout. Donc, je pense que aussi le fait d'avoir un gars super bon là-dessus, c'est vrai que ouais, ça rend bien en plus. Et ouais, il n'y a pas de contenu, quoi, en France. Donc, c'était une super idée, ouais. mm. Ouais, bah écoute, je croise les doigts pour l'édition Ouais, 2021, voire pareil. 2022, en fonction du Covid et en fonction de l'épaule, hein, du coup, mais ouais, Ouais, ce serait pareil. quand même cool. J'espère qu'il m'invitera si tu m'entends. Will, tu peux m'inviter, s'il te plaît. C'était sympa de courir dans les montagnes. Je Euh, repensais à ça d'ailleurs. Ouais, j'ai préféré Parce que courir. franchement, c'est le seul où vraiment j'aurais pas du tout aimé être à votre place. Déjà, la Non, petite traversée du lac qui avait l'air super profond, et la panique un petit peu, ça donnait pas trop envie non plus. en vrai, ouais, courir dans les montagnes, ça allait. Il y avait des filles comme Julie et Vernet qui avançaient pas, donc c'était cool. Ouais. C'était bien. Et après, ouais, pour le lac, c'était mon plus mauvais souvenir, je pense. J'ai vu ma vie défiler au milieu. Tu sais, tu bois un peu la tasse au milieu. Et tu te rappelles que Willy, il a dit qu'il y avait 40 mètres de profondeur ou je sais pas combien. En vrai, je me suis dit que j'allais me noyer ici. Mais écoute, j'ai survécu, on va dire. La nage, pour moi, c'est juste de la survie. Est-ce que tu peux revenir sur l'anecdote du raccourci après cette fameuse Ah ben, écoute, nage? alors là, je suis très content que tu m'en reparles. Je suis très content que tu m'en reparles parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu mon mot à dire là-dessus, vu que je me suis fait piéger un peu par derrière. Donc, il était prévenu par Willy qu'il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui suivait la route qui était plus long. Il nous avait dit de rentrer dans le parc. Chose que moi, bien sûr, j'ai bien entendu. J'allais sûrement pas me rajouter un kilomètre de run. Et du coup, ben, moi, j'ai suivi le conseil de Willy. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas suivi, qui n'ont rien écouté et qui ont couru un peu plus. Donc voilà. Donc voilà, et ça leur a pas plu que je leur passe devant en écoutant les consignes et pas eux. Donc ouais, ils m'ont fait un fromage, mais j'étais quand même devant parce que j'avais écouté bien les consignes. T'es un bon élève, quoi. Exactement, voilà, j'allais sûrement pas me rajouter un kilomètre de run en plus, ça c'est sûr. Je passe sur des petites questions sur les Open et les quarts, du coup, hein, parce que Mhm. c'est tout frais. On est en plein dedans, ouais. C'était le deal d'ailleurs, hein, quand je t'avais contacté, tu m'avais dit ok, mais on en parle après l'écart. Bon, pouf, ça C'est y vrai. est, c'est le moment. Bah, pour commencer, juste de façon très basique, hein, quelles sont tes impressions sur cette phase d'Open, puisque c'est en nouveau format, hein, quelque part, et sur la phase d'écart qui a suivi. Ben, moi j'ai bien aimé, enfin j'aime bien pour le moment cette phase d'open. Après, ouais, cette phase d'open elle est bien. En plus de ça,
je pense qu'il y avait quand même pas mal d'inscrits, j'ai vu. Donc je me suis dit que même les gens qui étaient à la maison et tout, jouaient le jeu, ça faisait peut-être des petits objectifs et tout. C'est super intéressant de garder des objectifs quand on s'entraîne, se dire ok, j'ai pas accès à une salle, mais je peux le faire à la maison. Euh, c'est toujours bien, ça motive toujours un petit peu, c'est important. Et après, passer au quart de finale, on va dire les choses sérieuses commencent un peu. Euh, donc c'est les 10%. Donc ouais, tu te prends un peu au jeu et petit à petit, tu montes un peu en intensité, en sérieux, on va dire, sur les entraînements. Enfin, sur les entraînements, ce que je veux dire, sur les WOD de qualif, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, tu as l'impression que c'est un petit entonnoir, quoi. Ils en gardent de moins en moins. Et on retrouve un peu, peut-être, on va peut-être retrouver un peu ces games où il y a vraiment les meilleurs des meilleurs. Euh, Moi, je trouvais du bon et du moins bon avec le format d'avant, c'est les National Champions. Euh, bon, ça m'aurait peut-être arrangé cette année, mais c'est vrai que je, il n'y avait pas comment dire, il y avait pas ce Graal, on va dire, au game. Il y avait beaucoup de monde, il y avait trop. Enfin, je sais pas, je trouvais pas ça. C'est pas les games qu'on a connus, quoi. Donc il y avait du bon et du moins bon, ça faisait plus ouvert à tout le monde. Mais ouais, il y avait du bon et du moins bon, comme tu dis. Moi, je préfère ce qu'on fait maintenant, en ce moment, et qui garde juste l'élite de l'élite, euh, et qu'on continue à rêver pour se qualifier dans ce genre de monstre, quoi. Hmm. Est-ce que tu fais partie du coup des gens, j'imagine, vu ton niveau, qui ont fait une fois les World Open et qui par contre ont mis vraiment l'intensité et tout le taf plutôt dans la partie quart. Donc je sais pas si Ouais. tu les as fait plusieurs fois parce qu'effectivement il y en a quand même beaucoup à caler, donc c'était pas forcément le cas, mais en tout cas il y a beaucoup de bons athlètes qui avaient clairement dit les Open c'est pour passer en quart et les quarts c'est le début vraiment de la compète quoi. Ouais, ouais, ben moi c'était ça, ouais. Les Open, on a dû refaire le tout premier WOD avec les wall climb parce que on avait foré les standards. Donc je pense qu'il y en avait beaucoup qui, bon, il y en a qui l'ont refait ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, nous, on tenait à les refaire. Mais sinon, non, on a tout fait en une fois aux Open. Et au quart de finale, on a fait. Qu'est-ce que j'ai refait? Moi, j'ai refait le snatch lourd, burpees, box jump over. Et après, j'ai tout fait en une fois. Euh, je dis pas de bêtises. Euh, Attends, je me rappelle même plus des watts. Désolé, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Mais je pense que j'ai tout fait une fois. Bon, le ball rammer, j'ai fait une fois. Le front squat, j'ai fait une fois. Et après, les autres watts, si tu peux m'aider. pour- GHD, enfin la corde, le Ah GHD, oui, les ouais, pistoles, j'imagine que GHD. tu l'as fait qu'une fois. Oui, oui, une fois. Et après, c'était le tout dernier. Euh, Ah, mince. Il y en avait pas un avec des thrusters? Euh, ouais, je suis vraiment mauvais, hein. Je sais plus, c'est vrai que Ouais, moi, comme bon, je les ai en pas tout fait, cas, je pense que j'ai tout fait une fois. Et le burpees, box jump over, snatch, j'ai fait une deuxième fois, mais j'ai fait moins bien. Donc, vaut mieux faire un one shot, je pense. Ça me, ça m'a, ça me portait pas chance de refaire une seconde fois. Et là, ouais, donc là, on a fait sérieusement l'écart. Et voilà, la prog était ce qu'elle était. On va dire qu'elle avantageait certains profils, on va dire. Mais, euh, mais ouais, je préfère quand même ce format-là, ouais. ouais. Est-ce que tu avais démarré la phase d'open, enfin, je dis la phase d'open au sens large, hein, donc j'inclus phase 1 et la phase d'écart. Est-ce que tu avais des objectifs? Est-ce que, je sais pas, avec ton coach, vous aviez déterminé quelque chose? Et si oui, quand tu as un objectif comme ça, est-ce que c'est plutôt en termes de, comment dire, d'efficacité, de réussite, ou est-ce que, à ton niveau, à toi, les objectifs, ils touchent aussi au classement, quelque part? Nous, on avait calculé forcément d'avoir un pic de forme au quart de finale. Donc, on va dire que les mois avant, ils étaient tous calés en fonction de. Comment dire, ouais, les pics de forme. Donc, tous les mois d'avant étaient calés pour le jour J. Moi, en vrai, mon objectif réel, c'était de garder mon classement. Je trouve que c'est important. C'était important pour moi de garder mon classement, on va dire. Bon, après, Open, quart de finale. En tout cas, je voulais rester dans un bon classement en France. Et mon idéal, on va dire, mon petit secret, c'était de rester pas trop loin de Willy. Je suis pas, je suis loin d'avoir son niveau.
mais je voulais rester un petit peu le plus proche possible à ses talons, on va dire, euh, à ses talons et rester proche de lui. Et après, bien sûr, je voulais faire les demi-finales, faire ce qu'on peut appeler sanctional ou regionals. Et puis voilà, pas être trop loin de lui et faire ces épreuves-là. Et là, maintenant, ben, tu dis, t'es pas, comment dire, sans prétention, t'es pas trop loin du Graal, on va dire. Donc, tu commences à te prendre un peu plus au jeu, un peu plus au sérieux. Et tu vois, je pensais être en forme, être prêt, mais peut-être pas autant. Et du coup, tu revois un peu tes objectifs à la hausse, on peut dire. Et tu dis à quelques places près, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc là, maintenant, les objectifs, ils changent. Voilà. Cool. C'était pas forcément Donc là, les on vient de objectifs finir que, l'écart. pardon, je te coupe. C'était pas forcément les objectifs, voilà, que je m'étais fixé au départ. J'avais des objectifs hauts, mais là, maintenant, ils changent un peu, on va dire. Ouais, bah après, c'est le principe des objectifs, hein. Enfin, si t'as des super objectifs et tu te pètes à un moment donné, bon, bah voilà, c'est tout. Il faut revoir différemment la feuille de route. Et puis, des fois, comme tu disais tout à l'heure, t'es en super forme, ou alors même t'as des compètes ou des phases comme ça où voilà, t'es intouchable parce que tout est aligné. Et voilà, là, tu peux te permettre de rêver un peu plus grand. Et voilà, c'est ça le sport, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la magie du sport. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup comment ça va se dérouler pour la suite? Parce que j'imagine que comme tu es clairement concerné par les demi, tu dois être un peu, un peu informé. Et est-ce que toi, du coup, tu as déjà choisi entre les Lowlands et les Germanes? Je ne sais pas si vous aviez le choix ou pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, ben, comme tu dis, donc nous on a reçu un mail. C'était pas une invitation officielle, c'était bien écrit. C'était juste, comment dire, un questionnaire pour avoir notre premier et notre second choix. Attends, je te le retrouve, comme ça tu auras peut-être même les dates. Euh, donc, ils nous demandaient de choisir entre soit les les Germanes qui ont été annulés, donc les Germanes qui deviennent une compétition online, on va dire, et les Lowlands. Les Lowlands, pour le moment, c'est maintenu, donc ça sera une compétition en présentiel, donc il faudrait aller là-bas. Donc moi, en premier choix, j'ai mis l'online, le chez moi, et c'est 18 au 20 juin, je sais les dates. Et, et après, j'ai pas les dates là, sinon je perdrais du temps à regarder, mais j'ai pas les dates de l'autre, des Lowlands, je pense qu'ils sont juste avant. Moi, j'ai mis en premier choix en online. Voilà, donc après là, je sais pas, à tout moment, je peux partir au Lowlands, mais moi, j'ai mis en premier choix, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, j'aime bien être dans mon confort, dormir chez moi, euh, être dans ma salle avec ma musique. Donc voilà, le premier choix, c'était ça. Voilà. Bah, j'imagine que si tu arrives à te transcender comme ça, c'est vrai que ça a des avantages, quoi. Effectivement, tu dors chez toi, tu as tes habitudes, tu as ta musique, tu as ta salle, voire même tu as tes potes, donc tu as tes supporters, entre guillemets. Mhm. Après, j'imagine que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être l'envie de retrouver peut-être l'adrénaline de la compète. Et pour d'autres, peut-être, ça va être un espèce de moite-moite, dans le sens ils auraient préféré l'adrénaline de la compète, mais refaire sa toute première compète après un an et demi d'arrêt sur une compète de cette envergure-là, avec cet enjeu potentiellement derrière, c'est peut-être pas la meilleure pour remettre le pied à l'étrier, quoi. Ouais, surtout avec les conditions de vol et tout, tu sais jamais à tout moment. Là, j'ai regardé, bon, pour info, c'est le 11 au 13 des Lowlands, et la semaine d'après, c'est l'online. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont demander le online. Après, est-ce que le fait d'être 11e en Europe, ça va t'avantager 12e d'Europe, pardon, je suis pas 11e, je suis 12e, excuse-moi, d'Europe, ça va avantager ou pas? Je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passait. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de contraintes de partir là-bas dans ces temps, tu vois, c'est pas trop, c'est un peu flou, quoi. Bon, puis ce qui est ouf, c'est que ça va dépendre de pays par pays, quoi. Parce que, alors tu vois, moi j'habite dans le nord de la France. Je sais que la Belgique a réouvert là tout juste ses frontières. Alors c'était déjà le cas, mais tu vois, il y avait des contraintes, quoi. Tu pouvais pas normalement circuler comme tu voulais. Là, ça redevient le cas. Je sais il y a des pays où ils imposent d'avoir des tests PCR négatifs dès l'entrée, alors que pour certains autres, c'est seulement si tu restes plus de 48 heures. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être dire les Lowlands et qui seront
peut-être même pas en mesure juste de quitter leur Ouais. propre territoire. Donc ça me semble un peu chaud quoi, à ce stade de se prononcer. Surtout qu'à tout moment, les Pays-Bas, ils ferment leurs frontières au dernier moment, tu vois, et en fait, le CrossFit, ils ont pas leur mot à dire, quoi. Donc, ouais, à Ouais. voir. Ouais. Et je sais pas trop si, alors si toi tu sais, mais du coup, vu que c'est pas le même week-end, du coup, ce sera, j'imagine, pas les mêmes WOD, parce que sinon, c'est clairement avantageux pour ceux qui passent la semaine d'après, du coup, Mhm. parce que t'as potentiellement, même si c'est qu'une semaine, tu as quand même potentiellement le temps de tester. Je m'interroge quand même, forcément, quand c'est ça, parce que je me dis, ben, imagine, il y a une des compètes où les WOD étaient un peu plus faits pour toi que l'autre. C'est peut-être moins équitable, tu vois, que Mhm. Open et Car, où vraiment tout le monde fait exactement la même chose, quoi. Bah, je pense que les sanctionals en physique, en présentiel, je pense que ce sera la compète elle-même qui organisera. Donc, je pense que genre le WOD des Germains, ça sera pas le même que les WOD des Germains, ce sera pas les mêmes que les WOD qu'ils auront peut-être en Pacifique ou des trucs comme ça. Et je pense que le online, ça sera CrossFit qui le fera. Donc, s'il y a plusieurs compétitions online, je pense que ce sera peut-être les mêmes. Je sais pas trop comment ça se passait en vrai. Nous, on a que des dates. Et je me suis pas trop renseigné encore là-dessus, moi. Mais c'est une bonne question. Je me suis demandé cette question d'ailleurs ce week-end et j'ai pas de réponse d'ailleurs. Bon, bah, affaire à suivre. Exactement. Et du coup, bah, c'est un petit peu dans la suite logique de ce qu'on est en train de se dire, mais bon, bah, sachant que bon, tu as quand même une idée à peu près du quand, à une semaine près. Mais t'as quand même, enfin, t'as pas encore d'idée du où, et donc du coup potentiellement du contenu, parce que j'imagine que le matos qu'ils vont te demander d'avoir dans ta salle, ce sera pas forcément le même que tu aurais en compétition physique. Et encore, hein, enfin, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais du coup, comment tu te prépares toi actuellement et dans les semaines qui arrivent pour les demi? Et est-ce que tu as adapté ton entraînement à celui que tu avais par exemple pour l'écart? Bah écoute, moi je fais ce qu'on me dit de faire. J'ai des grosses semaines là, je pense, qui m'attendent de 5 heures, ouais, j'ai des semaines de 5h30 tous les jours, à part le mercredi où ça va être peut-être 2 heures, 3 heures, et le dimanche où ça va être 1 heure. Mais je pense que tous les jours je vais charbonner là pendant 6 8 semaines. Non, je vais pas dire de bêtises, peut-être 6 semaines, et après on va peut-être faire plus de spécifiques. En vrai, je sais pas. Mon coach m'en a parlé, mais tu sais, des fois je dis oui, oui, et de toute façon, je fais ce qu'il me dit, quoi. S'il me dit de faire 1 heure de roller avec un chapeau oui, oui, qui me dit que ça me rendra plus fort, je vais le faire, quoi. Donc, je fais ce qu'il me dit, et puis, mais oui, je pense qu'il va adapter. Plus on va se rapprocher des compètes, de la compète, plus il fera du spécifique. J'imagine que ce sera plus de lourd, ou si c'est un peu comme les régionales, ça sera plus de lourd, plus de. Ouais, ça sera un palier au-dessus, peut-être. On verra, je sais pas. Je pense que peut-être qu'ils nous donneront des précisions, hein, j'espère, quand on se rapprochera de tout ça, hein. Et pas trop hâte de retrouver les compètes françaises? Ah, Tu si, si. parlais tout à l'heure des affiliates battle, les French, enfin bref, toutes les compètes qu'on connaît tous et qui sont, j'imagine, des grands rendez-vous pour vous, parce qu'en plus, c'est quand même des compètes sur lesquelles il y a tu disais les Marseille aussi, pareil, sur lesquelles il y a quand même un gros niveau, et ça doit être quand même des bons tests aussi, j'imagine, pour vous. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que les compètes, bah, c'est un peu là où tu retrouves un peu tout le monde. Tu croises toujours les mêmes têtes, donc tu connais un peu tout le monde, etc. Donc, c'est vrai que ça manque un peu. C'est beaucoup enfin, c'est beaucoup de social aussi. C'est revoir des gens, rebouger. Ouais, c'est vrai que ça manque à beaucoup de gens, tu vois. Et je sais que nous, on risque de faire une compète euh, en septembre à Seignos. C'est une compète très modeste, mais très bien, avec du beau monde qui vient souvent, et en équipe de 3. Et je pense que juste pour le fun, tu vois, c'est peut-être ce côté fun qui nous manque un peu. Juste pour le fun, tu vois, on va le faire. Et juste pour passer un bon moment sous les pères à la maison. Tu sais, nous, on est landais, donc enfin, moi, je suis landais, en tout cas, je suis très casanier. Je suis très casanier, rester chez moi, ça me va. Donc, euh, donc juste pour le côté fun, surtout, c'est vrai que que ça manque un peu, et je pense pas que cette année encore on ait la chance de pouvoir de faire des compètes, à part celle que je te cite en extérieur, qui aura sans doute lieu. Et après,
des grosses compètes en intérieur ou des trucs comme ça va être compliqué, je pense, cette année. Je sais pas. Mais oui, ça manque juste pour le côté fun, c'est vrai que rien que ça manque, ouais, et de revoir du monde. Je t'ai pas posé la question, mais ça me faisait penser à ça parce que tu disais justement que les compètes étaient fin juin. Ça fait quand même, bah, tu vois, entre le début des Open et la fin des demi, ça fait déjà une sacrée saison. Et encore plus si tu vas aux Games, hein, on sait jamais. Tout le mal que je te souhaite. C'est gentil, merci. Euh, Est-ce que tu t'arrêtes dans l'année? Genre, est-ce que l'été, pendant une semaine ou deux, tu t'entraînes moins et tu fais comme tout le monde l'été, tu te mets à picoler un peu trop et à manger plein de glace et à abuser des barbecues? Moi, je suis quelqu'un de très très triste. Je, je suis très, comme je t'ai dit, je suis très routinier. Tu vois, moi j'ai mon confort chez moi. Je vois mes potes quasiment, mes meilleurs potes quasiment tous les jours. Toutes les semaines, je les vois au moins une fois. Donc, j'ai pas forcément cette envie de couper ou de partir, tu vois. Je suis bien chez moi, tu vois, l'été. Pour moi, un super été, c'est rester chez moi, aller sur les côtes, sur les côtes landaises, à Hossegor. Mais je coupe, je coupe pas. En vrai, tu vois, là, depuis 1 an et demi, j'ai jamais coupé. Là, tu vois, on a fait une semaine light après l'écart, mais en vrai, on a vraiment jamais coupé une semaine. Et je pense que psychologiquement, c'est dur, tu vois. C'est facile à conseiller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent le conseiller, mais genre, ouais, tu coupes une semaine et tout, mais à faire, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, non, je coupe pas trop. J'avais pas forcément le besoin. Je ressens pas trop forcément le besoin. Et, ouais, non, je suis bien chez moi, dans ma petite routine, à m'entraîner tous les jours. C'est peut-être aussi maladif, tu vois. C'est peut-être aussi maladif. T'as besoin de t'entraîner. Je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout parce que tu habites dans un endroit chouette, hein, parce que crois-moi, Ouais. si tu t'entraînais à Tourcoing ou à Roubaix, tu serais bien content de te barrer l'été. Ils vont être contents. Ils vont être contents de t'entendre. Ouais, bah ça va, j'habite juste à Moi, ça côté, va. donc bon, je suis solidaire On de, leur de passe le ces gens du bonjour, hein, Nord qui aux se gens de tapent Tourcoing. Ouais. un temps qui pue toute l'année. Donc ouais, nous c'est pas pareil, effectivement, sans même parler de couper l'entraînement, c'est juste de voir autre chose, quoi. Je pense qu'effectivement, quand tu as une qualité de vie un petit peu supérieure comme ça, c'est un vrai petit luxe, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Tu as moins ce besoin C'est d'évasion, je pense. important, hein, important de vivre dans une bonne atmosphère et tout. Tu vois, ouais, en vrai, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais. Il me reste plus beaucoup de questions. Je voulais juste qu'on discute un petit peu des teams, puisque, encore une fois, dans ma fabuleuse enquête pour mieux te connaître avant le podcast, j'ai vu que tu avais fait notamment pas mal de compètes en équipe avec Célia, avec Stéphane et donc aussi avec Alizé, évidemment. Euh, Est-ce que tu avais envisagé cette saison, par exemple, de participer au format par équipe? Alors, pas du tout. Nous, on s'entraîne depuis 1 an et demi pour ce moment-là, tu vois, cet indiv. Euh, donc, on voulait vraiment voir en indiv ce qu'on valait. Et tu vois, on n'a pas été déçus parce que tu vois, pendant 1 an et demi, tu vois pas trop ce que les gens font, t'as pas de compète, donc t'as pas trop de repères et tout. Donc, agréablement surpris, on savait qu'on était prêt, mais ouais, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est prêt et très bien. Mais la team, c'était une super expérience, on le refera, hein. Mais là, l'objectif de cette année, c'était de l'Indiv, ouais. L'Indiv à fond. Hmm. Bon, c'est bien, effectivement, tu dois pas être déçu. Non, non, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, je te pose une question plus pratique, on va dire, par rapport aux compètes que tu as pu faire en équipe. À part avec Alizé, avec laquelle tu t'entraînes au quotidien, tes autres partenaires, on va dire, j'allais dire réguliers, ça fait trop bizarre de dire ça, cette tournure de phrase, elle est étrange, mais bah, je pensais à Célia, Stéphane, etc. Comme vous entraînez tous dans des salles, voire même carrément dans des pays différents, comment vous avez fait pour que ça fonctionne? Et en gros, c'est quoi tes conseils pour réussir à performer quand tu es comme ça des athlètes qui n'ont pas l'occasion de se voir régulièrement? Bah, nous, en vrai, alors, aucun souvenir de comment s'est formé notre team avec Célia et Steph. On les connaissait un peu. On les connaissait un peu ou bien. Je sais pas quelle relation on avait réalisée avec Célia avant. Mais alors là, aucune idée. D'ailleurs, s'ils peuvent me rafraîchir la mémoire, les trois, aucune idée de comment s'est formée la team.
Mais c'est vrai que c'était incroyable en vrai. On a passé des trop bons moments. On a fait 3 compètes, je pense. On a fait donc les compètes, à savoir les compètes qu'on avait fait, on voulait vraiment faire des podiums, voire plus, parce qu'à l'époque c'était des sanctionnals et c'était qualificatif pour les games. Donc on avait fait, je connais même plus l'ordre. Je pense qu'on a fait les Brésil d'abord, ou les French, je sais plus du tout. Bon bref, on est parti au Brésil, je sais que très ambitieux, on voulait gagner au Brésil, parce que on a voulu faire un petit hold-up, tu vois. On savait que le niveau n'était pas trop élevé. Il y avait une team canadienne juste qui était forte, qui était solide. Et du coup, on avait voulu y aller pour faire un petit hold-up. On n'avait pas réussi, mais c'était une super expérience. Après, on avait fait les Lowlands. Pareil, on sait qu'il y avait des équipes solides, mais on voulait profiter qu'il n'y ait pas trop d'équipes solides pour essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec dès le WOD 1 parce que je me suis blessé sur un 400 mètres run. Et les French, c'était parce qu'on était en France, à Paris, fallait quand même représenter, on va dire, enfin, sans prétention, hein, représenter la France chez nous, quoi. Et en vrai, c'était des super expériences. Alors bon, comme je t'ai dit, aucune idée de comment s'est formée la team, mais je pense que c'est super important de bien s'entendre. Nous, on a la chance de s'être bien entendu. Quand tu pars loin, il faut vivre une semaine avec les gens. Donc bon, nous avec Alice, on se connaissait, mais c'est pas pareil de vivre avec quelqu'un pendant une semaine et juste faire une compète. Quoique, il y en a qui peuvent s'éclater, des teams qui peuvent éclater dans le mauvais sens du terme, hein, que sur une compète, mais il y a tout le vivre ensemble autour qui est important, je pense. Et, ouais, je pense que ça dépend de l'objectif. Si c'est des objectifs de fun, objectif compétitif, je veux dire, c'est partenaire d'entraînement, ouais, ça dépend souvent de l'objectif. Si c'est un objectif compétitif, bon, forcément, il faudra faire attention peut-être au niveau du partenaire ou des partenaires. Mais si c'est pour le fun, je pense que tu peux très bien t'amuser. Quelqu'un qui a un niveau élite et un niveau scale, ils peuvent très bien s'amuser en compète. Il faut bien la choisir, quoi. Euh, Après, voilà, nous, on a eu la chance de bien s'entendre tout le temps. On n'a jamais eu de soucis là. Et je pense que s'il y avait eu des soucis, ça aurait été beaucoup plus compliqué de performer, on va dire. Si on peut appeler ça performer, on aurait beaucoup plus de mal de performer si le vivre ensemble n'aurait pas été correct, on va dire. Mm. Ouais, ouais, j'imagine, ça me semble logique parce qu'effectivement, si dès le premier soir, à la suite d'un ou deux, enfin du premier ou du deuxième autre, ça s'est pas passé comme prévu et que enfin, on commençait à vous bouffer le nez, bah, j'imagine que revenir le lendemain et enchaîner le WOD suivant sans avoir de rancœur, ou enfin voilà, c'est quand même plus compliqué. Donc ça me semble être la base. Quand Facundo était venu justement sur le podcast, il parlait de la team Mayhem. Il disait que voilà, bon, déjà il y a Rich Froning qui était extrêmement fédérateur aussi, Ouais, qui est c'est clair. vraiment le noyau dur de tout ça. Donc bon, j'imagine que ça joue d'avoir un ou une leader au centre de tout ça, et puis surtout bah, des gens qui s'apprécient et qui ont envie d'être ensemble, quoi, à la base de tout, hein, puisqu'au final, imaginons tu passes à côté de l'objectif, ben, ça reste quand même voilà, potentiellement un super souvenir avec une belle expérience. Donc, Ouais. Rich, cool. Rich, si tu nous entends, n'hésite pas à nous contacter, hein. Voilà, nous, on veut bien faire partie de la team. Mais oui, comme tu dis, c'est sûr que tu passes un super moment. Moi, le très bon souvenir que j'ai, paradoxalement, c'est les Lowlands, quoi. Tu vois, je me blesse dès le premier WOD. Bah, j'étais dégoûté. Je pense que j'en ai même chialé, tu vois. J'étais dégoûté pour eux. Ils avaient fait. Je pense à ça, tu vois. Je pense direct à ça. Je pense à eux qui ont fait le trajet, qui ont fait ci, qui ont fait ça, la galère pour trouver l'appart, et ci et ça, 1 heure de route, patati patata. Et en fait, c'était des amours, tu vois. Ils ont dit, bon, vas-y, laisse tomber. On va profiter d'Amsterdam. Du coup, ben, on a changé carrément le plan. On a passé 3 jours de ouf à Amsterdam, entre potes, quoi. Tu vois, c'est pas que des teammates, c'est vraiment des potes. Et je pense que c'est super important. Ouais. Ben, comme tu dis, tu gardes quand même des bons souvenirs, même dans la défaite. Et franchement, c'était peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs, cette blessure, tu vois, pour te dire. Mais grâce à eux. Mm. C'est souvent le cas, hein. Des fois, tu as des rebondissements comme ça et tu as des trucs qui finalement deviennent des super bonnes expériences, alors que sur le papier,
Bon, ça avait pas l'air fou, quoi. Comme se blesser, par exemple. Ah non, c'est une double fou, ouais. Ouais. Ok, du coup, bah, je te parle un petit peu de la suite pour finir. Euh, j'ai vu en te stalkant, à nouveau, dernière fois, promis, hein, que tu avais réalisé aussi des séances de CrossFit avec des équipes de rugby. Voilà, de rugby, pas de football, c'est bien. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer? Alors, je ne vais pas parler d'après-carrière parce que je trouve que ça fait très scindé, comme s'il y avait un avant, un après. Mais est-ce que, voilà, quand tu auras peut-être plus de dispo pour avoir des projets pour la boxe de développement ou autre, hein, d'ailleurs, peut-être même dès maintenant, est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire? De travailler peut-être un peu sur de la prépa physique avec des clubs ou avec d'autres sports, justement? Alors, pas du tout. Non, en vrai, l'USD, on a fait un petit. L'USD, pardon, le club de rugby de Dax. Il y avait un Happy Hearts qui s'appelait Gary. Donc, il est toujours dans le cœur, mais il est parti dans une autre équipe à Cognac, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, c'est toujours un Happy Hearts dans le cœur, mais lui, c'était le prépa physique et c'était un adhérent, on va dire, de la salle. Et du coup, ben, il a vachement, en tant que prépa physique, il a vachement adhéré au système d'entraînement de CrossFit, quoi. Donc, on va dire qu'on avait fait une petite matinée tous ensemble, type, comment dire, type social, un peu, comment on appelle ça en entreprise, là, tu sais, quand tu fais des. Un team building. Ouais, un truc comme ça, voilà, un team building, si on peut dire ça. Et ouais, c'était plutôt ludique pour le fun et pour qu'ils changent un peu d'environnement entre eux. Il me semble que c'était en début de saison, peut-être. Donc, non, c'était un truc sympa. Ça leur a plu. En vrai, ils étaient au top, les gars. À savoir que j'ai aussi 4 ou 5 membres de l'équipe qui sont Rappiers, qui viennent à côté des entraînements de temps en temps à la salle. Donc, ouais, ça s'est fait naturellement. Refaire peut-être, comment dire, peut-être une fois de temps en temps, tu vois, mais pas forcément Ouais. Pas en réserver mode des event, quoi. créneaux. Ouais, réserver des créneaux pour ça à chaque fois. C'est compliqué parce qu'il y a du monde autour, il y a nos entraînements, il y a les adhérents. Et, voilà, c'est beaucoup de contraintes, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, moi, je pense pas avoir les capacités de pouvoir le faire régulièrement, on va dire. Et du coup, toute dernière question pour toi. En gros, quelles sont tes prochaines... J'ai du mal à dire à chaque fois. Tes prochaines échéances et tes prochains objectifs, on va dire. Bah, je vais dire 2021, mais on est déjà presque à la moitié, donc 2021 et 2022. Alors, mes prochaines échéances, c'est. Ben, j'ai les demi là qui arrivent dans 2 mois. Ben, là, pour le moment, je pense qu'à ça. Et après, on a des petits projets par-ci par-là, par rapport à la salle, par rapport à des trucs à faire avec Alizé autour du CrossFit, peut-être des camps. C'est un peu vague, on en a parlé, c'est pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises. On a quelques projets en commun avec Alizé sur ça, donc par rapport au CrossFit. Et après, moi, tu sais, je suis pas super fun, hein. Je veux juste que mes petits happy hearts ils soient contents, ils soient heureux. Peut-être un jour changer de salle, avoir une salle plus grande. Voilà quoi. Rien de foufou, on va dire. Après, on verra à la fin des demi où je suis et ce que j'ai envie de faire. Pour le moment, mon objectif le plus proche et le seul, c'est dans 2 mois. Après, j'aviserai peut-être en fonction. On verra. Ouais, 2021, 2022, t'es pas parti pour t'ennuyer encore, quoi. Ouais, on verra, ouais, exactement. Ça devrait le faire. Bon, bah écoute, je te remercie déjà d'avoir pris le temps, parce qu'il est alors je sais que ça te fait des belles journées, il est quand même déjà assez tard, il est 22h15 exactement. Donc merci d'avoir pris le temps. J'espère que j'ai pas trop empiété sur ta récup. Non, non. Mais merci parce qu'effectivement, je vois bien que c'est pas ton activité principale, disons, de passer sur les réseaux ou sur ce genre de support. Donc c'est vraiment super cool d'avoir donné ton accord pour faire ça. Ben Merci. écoute, merci à toi. De toute façon, si j'aurais pas été avec toi, j'aurais peut-être joué l'appeler, donc ça aurait pas été beaucoup plus productif. Et voilà, merci pour l'invite.
Et je t'envoie mon adresse, tu m'envoies le chèque, comme on avait dit, hein, de... Je t'envoie mon adresse, tu J'avais m'envoies le dit de chèque de dire 3000, après ouais. que je Ah mince, coupe. pardon. Bon, merci, c'était bien sympa en tout cas, c'était une bonne expérience. Et bon, comme je t'ai dit, t'auras sans doute une exclue, même si je suis pas Rich ou Matthew Fraser, voilà, Bah, merci. C'est cool. je t'en prie. Allez, salut, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur Alexandre, et comme il se fait plutôt rare sur les réseaux, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec lui. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.